Merci, Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs, membres du jury et auditeurs de cette salle. Bienvenue à la soutenance de ma thèse intitulée « Influence des réflexes primitifs sur les blessures, les performances athlétiques et technico-tactiques des footballeurs ». Je suis très honorée de vous présenter aujourd'hui le fruit de recherche de 3 années de travail qui a été fait dans le cadre d'une bourse CIFRE entre l'Université Marie et Louis Pasteur, le laboratoire de recherche Synergie et le centre de formation de l'ESTAC. Ces centres de formation ont 3 missions principales: identifier, recruter et développer les jeunes talents. Ils sont donc un levier stratégique pour les clubs professionnels. Ils leur permettent notamment de diminuer le coût des recrutements externes par la promotion des jeunes joueurs dans l'équipe première et d'augmenter leur rentabilité, cette fois-ci par la vente de ces joueurs dans d'autres structures professionnelles. Pour performer, les joueurs doivent répondre à un certain nombre d'exigences tactiques, techniques, physiques et mentales, mais aussi montrer une certaine fiabilité. Dans notre domaine, c'est une compétence clé. Elle signifie la capacité des joueurs à enchaîner les matchs sans se blesser et en maintenant une performance élevée. Le tout dans un environnement avec de plus en plus de contraintes, notamment l'augmentation du nombre de matchs, une diminution du temps de repos et une augmentation des demandes athlétiques pendant les matchs. Ces facteurs combinés augmentent inévitablement le niveau des exigences et l'exposition aux blessures. Les blessures dans notre domaine, c'est en moyenne 24 jours d'absence par blessure et une augmentation des blessures musculaires, notamment des ischio-jambiers, qui est une préoccupation majeure dans notre discipline. Et elles ont bien sûr des conséquences, notamment pour le joueur en formation qui peut voir sa progression diminuer. Pour les équipes, elles peuvent voir le nombre de matchs perdus augmenter de 15 à 20% à la perte d'un joueur clé, mais aussi pour les clubs dont le coût de gestion des blessures est de 4 à 10% du budget total. Pour limiter ce risque de blessure, les clubs professionnels et les centres de formation mettent en place des stratégies, notamment des stratégies de suivi individuel, de la charge, de la fatigue, mais aussi avec des tests athlétiques et biomécaniques pour mettre des protocoles de prévention ciblés en fonction des joueurs. Malgré ces stratégies, on montre une stagnation du ratio de blessures qui est le nombre de blessures par joueur et par saison. Ce qui souligne certaines limites de nos approches actuelles, qui peut résider dans la fiabilité, la variabilité des outils utilisés, dans le coût de ces outils, mais aussi par une approche fragmentée de l'individu dans sa prise en charge, avec des tests de vitesse, des tests de force, des mesures d'asymétrie, mais finalement pas d'approche globale sur la motricité générale et la coordination, donc une approche plus neurophysiologique. Or, sur le terrain, en tant que préparateur physique, on peut observer ces joueurs avec des manques de coordination, des actions motrices non adaptées à la tâche, avec des mouvements parasites ou des mouvements involontaires. Par exemple, on peut voir ici un joueur sans caractéristiques particulières, sans mouvement involontaire, et on peut aussi avoir des joueurs avec, lors de la course, vous allez voir ici, une main gauche qui s'ouvre complètement et une main droite qui se ferme complètement, ou encore les courses avec les pouces en extension. Si on prend là une course de vue de dos, on peut voir des décalages sur la gauche de ce joueur qui sont répétitifs sur la course sur tapis. Autre exemple, sur des tests de saut, ici un joueur qui a une coordination adaptée à la tâche demandée, et on peut observer des joueurs avec des abductions des bras rapides. On retrouve cette main avec les doigts complètement écartés. Deuxième essai, et à nouveau, extension des bras et déséquilibre avant. Ou bien déséquilibre et carrément une chute lors du drop jump. Maintenant, imaginez ces joueurs qui vont au duel de la tête. On peut tout à fait imaginer qu'ils retombent mal ou qu'ils ratent complètement son geste. Alors que sans ces mouvements involontaires ou ces mouvements parasites, le risque serait plus limité. Ainsi, comprendre ces mécanismes pourrait nous aider dans la prise en charge de l'individu, tant sur la prévention des blessures que dans le développement des performances individuelles. L'une des pistes prometteuses qui pourrait expliquer ces troubles de la motricité sont les réflexes primitifs. Les réflexes primitifs, ce sont des réponses musculaires involontaires et rapides en réponse à un stimuli. Ils sont dirigés par le tronc cérébral et présents dès la vie fœtale. Ils ont plusieurs rôles, notamment de survie, avec par exemple la position du bébé lors de l'accouchement, de communication avec l'extérieur en réponse à l'environnement et l'acquisition de l'autonomie.
C'est un processus dynamique qui permet au bébé de passer d'une motricité réflexe stéréotypée à une motricité volontaire élaborée. Lorsque la motricité est mise en place, les réflexes sont intégrés par le système nerveux central environ à l'âge de 2 ans. Si les réflexes primitifs sont toujours actifs, même partiellement, ils sont un indicateur d'immaturité du système nerveux central. Que nous dit la littérature à ce sujet? Chez des enfants en bonne santé qui ont toujours des réflexes primitifs actifs sur les compétences motrices, ils ont observé une augmentation des déséquilibres dans le plan sagittal et aussi une diminution de certaines tâches motrices, notamment sur les jumping jacks, les sauts par-dessus une corde et les retournements dans l'axe longitudinal. Constat similaire pour les compétences cognitives, les enfants ayant des réflexes primitifs actifs ont montré une diminution du niveau de lecture, une diminution des capacités à lire l'heure et une diminution de leur capacité à résoudre les problèmes. Dans cette littérature, ils ont aussi mis en avant que les enfants avec ces réflexes actifs avaient des signes de survigilance et des niveaux d'anxiété et de stress supérieurs à leurs homologues avec les réflexes intégrés, mais aussi une diminution des capacités d'interaction avec les autres enfants. Lorsque l'on a commencé notre projet de recherche, il y avait un seul article sur le domaine du sport et des réflexes primitifs, qui est seulement un cas clinique, on peut dire ça comme ça, sur 2 enfants au profil similaire, où ils ont évalué leur niveau d'évaluation après 8 et 16 leçons. Au départ, les jeunes filles ne savaient pas nager. Ils ont évalué leur niveau de réflexe avec l'enfant avec moins de 8% de réflexes actifs et l'enfant 2 avec 25% de réflexes primitifs actifs. Voici les résultats. Après 16 leçons, l'enfant avec 25% de réflexes primitifs actifs avait seulement atteint 33% d'efficience sur son niveau de natation contre presque 80%. Ils ont donc mis en lumière par ce cas clinique des difficultés d'apprentissage liées à l'activité des réflexes et des difficultés motrices. C'est pourquoi notre problématique était d'observer l'impact des réflexes primitifs sur les exigences inhérentes au football. Pour répondre à cette problématique, nous avons émis 3 hypothèses de travail. 1. Les réflexes primitifs actifs ont un impact négatif sur l'incidence médicale globale. 2. Les réflexes primitifs actifs diminuent les performances athlétiques. Et enfin, 3. Les réflexes primitifs actifs diminuent le taux de réussite des compétences technico-tactiques. Passons à la méthodologie générale. Tout d'abord, le cadre des études. Nous avons réalisé nos travaux sur 2 saisons où nous avons utilisé des outils de mesure différents en fonction des données à récolter et analyser. Et notez que les résultats qui vont être présentés ont pour certains déjà été publiés dans des revues ou présentés lors de différents congrès. Pour toutes les études, nous avons travaillé avec les joueurs du centre de formation âgés de 15 à 23 ans avec une population moyenne par étude de 64 joueurs. Tous les joueurs ont été testés sur 4 réflexes qui sont déjà bien documentés sur leur impact négatif sur les compétences motrices et cognitives chez des sujets en bonne santé. Et on les a testés à partir de la méthode d'évaluation de l'Institut de neurophysiologie et de psychologie, donc la méthode de l'INPP, qui évalue l'activité de chaque réflexe indépendamment en fonction du mouvement involontaire observé lors du test. Le premier, le réflexe tonique limbieratique, ce réflexe met en place le tonus musculaire chez le nourrisson en fonction de la position de la tête du bébé. Ce test pour le réflexe tonique limbieratique est fait debout, pieds serrés, les yeux fermés, bras le long du corps. On demande aux joueurs de fermer les yeux et de faire une flexion et une extension de la tête. Et nous, observateurs, on note les mouvements parasites involontaires en fonction de la grille de l'INPP. Lorsque les réflexes sont complètement actifs, on n'observe pas de mouvement involontaire, ni de mouvement compensatoire, ni à la flexion, ni à l'extension. Lorsque le réflexe est actif, vous pouvez voir ici une tendance des épaules à s'enrouler vers l'avant à la flexion et à l'extension. Inversement, on a des mouvements de contraction de la chaîne postérieure. Ici, on peut voir des mains qui bougent pour maintenir l'équilibre. Deuxième réflexe, le réflexe tonique asymétrique du cou, lui, met en place, pour rôle initial, de mettre en place la coordination segmentaire droite-gauche chez le nourrisson. Le test est effectué debout, pieds serrés, mains devant relâchées, le joueur a les yeux fermés. On lui explique je vais tourner ta tête à gauche, à droite, et toi, ton job, c'est vraiment de rester comme ça, les bras devant qui ne bougent pas.
On le répète plusieurs fois pour être sûr. On tourne. Là, le réflexe est intégré et donc il n'y a pas de mouvement des bras ou de mouvement compensatoire pour maintenir la position. Et là, vous pouvez observer, le réflexe est actif et on observe un déplacement du côté de la rotation de la tête, des bras ici, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Troisième réflexe, le réflexe de Moro, qui est un réflexe de protection chez le nourrisson. Il lui permet de se rattraper et de se raccrocher lorsqu'il détecte une chute. Ce réflexe est testé debout, bras devant, les yeux fermés. On demande au joueur de venir la tête en extension et de venir en bascule arrière dans les mains de l'observateur derrière. Et on lui dit, je vais te lâcher sur quelques centimètres. Est-ce que c'est OK pour toi? Une fois qu'on a la validation, on lâche sur quelques centimètres. Ici, le réflexe est complètement intégré. Il n'y a pas de mouvement involontaire. Ici, le réflexe est actif et on peut déjà voir, lors de la bascule arrière, un joueur qui a du mal à venir en bascule arrière. On lui demande, est-ce que c'est OK? Il dit quand même, oui, c'est OK. Et là, abduction des bras, perte d'équilibre et un pied qui va vers l'arrière. Dernier réflexe, le réflexe tonique symétrique du cou, lui met en place la coordination segmentaire haut-bas chez le nourrisson. Ce réflexe est testé en quadrupédie. On demande au joueur de venir faire une flexion et une extension de la tête, les yeux fermés, et l'observateur à côté regarde les mouvements involontaires. Lorsque le réflexe est intégré, pendant la flexion ou pendant l'extension, il n'y a pas de mouvement compensatoire, le joueur ne bouge pas et maintient sa quadrupédie. Lorsque le réflexe est actif, vous pouvez voir ici une flexion des membres supérieurs à la flexion et à l'extension, extension des membres supérieurs et une tendance à aller vers la flexion des membres inférieurs. Pour classer l'activité des réflexes, on a utilisé deux méthodes de classification, qui est par score global, qui est une méthode de classification en 5 groupes, à partir de la somme des activités de chaque réflexe correspondant à un niveau allant de pas d'activité à activité maximale. La deuxième méthode, où nous sommes inspirés de la littérature, c'est une classification en 2 groupes, cette fois-ci, que vous avez dans cette colonne-là, qui est réflexe primitif intégré, aucune activité anormale, et réflexe primitif actif, qui regroupe les 4 autres niveaux d'activité. Compte tenu de l'absence de recherche et d'études dans notre domaine, nous avons dû mettre en place une méthodologie en 2 phases, avec une première phase préliminaire où nous avons évalué la fiabilité de l'outil de mesure et de classification de l'activité des réflexes primitifs. Ensuite, nous avons évalué les mouvements involontaires induits par les réflexes lors de tests physiques que l'on fait, nous, en centre de formation. Et enfin, l'évaluation du niveau de prévalence des réflexes primitifs dans notre population. C'est ensuite que nous avons mis en place nos recherches d'observation pour tester nos hypothèses de travail. Passons à la méthodologie de la phase préliminaire. Nous allons passer brièvement sur cette partie avec les résultats volontairement pour consacrer plus de temps sur la phase d'observation. Je serai néanmoins disponible si vous souhaitez pour répondre à vos questions à la fin de cette présentation. L'évaluation de l'échelle subjective de l'INPP a été réalisée à partir de 2 protocoles, une analyse intra-opérateur où un expert a évalué 3 fois l'activité des réflexes primitifs à 3 mois d'intervalle et une analyse interopérateur où 2 novices ont évalué l'activité des réflexes à partir de la session filmée de l'expert, à partir de l'échelle détaillée de l'INPP. Dans les 2 cas, les résultats ont montré un indice de corrélation intraclasse excellent avec des coefficients de variation faibles. Deuxième protocole qui avait pour objectif de mettre en avant est-ce que les réflexes primitifs peuvent être évalués et classés sur des tests classiques que nous on fait dans notre domaine en centre de formation. Nous avons commencé par établir les critères d'observation. Ces critères d'observation sont finalement les réponses involontaires induites par l'activité des réflexes primitifs, donc des déséquilibres, abduction des bras, des décalages, etc. Les tests de saut et une course sur tapis ont été filmés et 3 évaluateurs ont quantifié le niveau des critères d'observation à partir d'une échelle à 3 niveaux. 0, non, le critère n'est pas visible. À 2, oui, le critère d'observation est nettement visible. Les résultats ont montré que seulement 6% des critères étaient visibles et corrélés à l'activité des réflexes primitifs, ce qui ne nous permet pas, nous, aujourd'hui, de dire qu'une évaluation indirecte est possible avec ces critères et cette échelle subjective que l'on a utilisée.
Dernier protocole de cette phase préliminaire qui est l'évaluation de la distribution des réflexes primitifs. Nous l'avons observé en fonction de notre population globale, mais aussi à partir de l'âge, du poste et du surclassement des joueurs dans des catégories supérieures. Vous avez ici le graphique du score global avec le pourcentage de nombre de joueurs par score global. Premier constat, les réflexes primitifs sont toujours actifs dans notre population. Deuxième constat, ils sont actifs et seulement un tiers des joueurs ont intégré leurs réflexes primitifs. En ce qui concerne les sous-groupes, nous n'avons pas noté d'effet d'âge dans l'activité des réflexes primitifs, ni d'effet de poste en fonction du poste, sur l'activité des réflexes primitifs. Nous avons cependant noté un léger effet du surclassement avec un score global légèrement supérieur pour les joueurs surclassés. Passons à notre phase d'observation en commençant par la méthodologie des 3 protocoles. Le premier qui visait à observer l'effet potentiellement négatif des réflexes sur l'incidence médicale globale. Nous avons récolté une saison de données de blessures avec les différentes caractéristiques, des durées de réhabilitation en fonction des étapes et les alertes médicales. Deuxième protocole, lui avait pour objectif d'observer les différences de capacité physique entre les joueurs avec et sans réflexes primitifs. Pour ce protocole, nous avons utilisé les tests de pré-saison effectués dans notre centre de formation. Donc des tests de course avec différentes capacités mesurées, des tests de force à partir des plateformes de force et des mesures d'asymétrie des ischio-jambiers et des adducteurs. Dernier protocole qui avait pour objectif d'observer les différences de compétences technico-tactiques entre les joueurs avec et sans réflexes primitifs. Nous avons analysé 20 matchs de championnat et nous avons codé toutes les compétences relatives aux compétences techniques et tactiques, à partir desquelles nous avons évalué le taux de réussite de chaque joueur pour chaque compétence. Passons aux résultats de cette phase avec en partie 1 les facteurs influencés par les réflexes primitifs. Ici, vous avez le graphique des durées de réhabilitation avec le nombre de jours moyens passés dans chaque étape et vous pouvez observer une tendance avec une augmentation du nombre de jours passés pour les joueurs avec réflexes primitifs en noir actif et en marron les joueurs appartenant au groupe réflexes intégrés, avec une différence significative sur le nombre de jours nécessaires avant la reprise de la course de 6,4 jours et une augmentation de la durée d'absence avant la reprise de l'entraînement de 9,7 jours pour les joueurs ayant des réflexes primitifs actifs. Nous avons également noté une augmentation des niveaux moyens d'alerte médicale ici pour les joueurs ayant des réflexes primitifs actifs. Deuxième facteur influencé, les compétences techniques ici que vous avez représentées sur ces deux graphiques, les duels à gauche. Donc vous avez le taux de réussite en fonction du groupe auquel appartiennent les joueurs, donc réflexes intégrés et réflexes actifs. Et vous pouvez observer une diminution du taux de réussite des duels de 34,2% pour les joueurs avec des réflexes et lors des duels aériens, une diminution du taux de réussite de 26%. Nous avons également noté une augmentation du nombre de fautes concédées de 0,4 toutes les 100 minutes de temps de jeu. Concernant les compétences tactiques, ici vous avez les actions défensives. Les actions défensives correspondent à l'interception du ballon ou à la fermeture d'une ligne de passe empêchant la progression de l'adversaire. Et cette compétence est diminuée de 20,7% pour les joueurs ayant des réflexes primitifs actifs. Continuons sur les compétences tactiques. Ici, les passes faites dans cette zone de déséquilibre entre les milieux de terrain et la ligne des défenseurs adverses. Nous avons observé une diminution du taux de réussite de 15,5% pour les joueurs ayant des réflexes primitifs actifs. Concernant la zone de finition, qui est la plus petite zone proche du but ici, nous avons observé une diminution du taux de réussite de 31,8%. Deuxième partie, passons aux facteurs non influencés par les réflexes primitifs. L'incidence de blessure, et quelle que soit la caractéristique de localisation, de type, de gravité, l'environnement ou le nombre, il n'y a pas d'incidence sur les blessures à partir des réflexes primitifs actifs, en prenant en compte les réflexes primitifs actifs.
Les qualités physiques non plus. Vous avez ici dans le tableau les résultats de tous les tests en fonction des groupes, réflexes primitifs actifs ou intégrés. Et vous pouvez observer qu'il n'y a pas de différence significative avec des niveaux tout supérieurs au-dessus de seuil de significativité. Enfin, les compétences tactiques, elles n'ont pas toutes été influencées par l'activité des réflexes primitifs. En zone d'attraction ici, qui est entre mon gardien et la ligne des milieux de terrain adverses, on a observé un taux de réussite similaire entre les deux groupes avoisinant les 90%. Passons à la dernière partie, discussion générale. Nous allons discuter nos résultats à partir des connaissances sur les réflexes primitifs. Que savons-nous? Ils s'intègrent avec le temps, environ à l'âge de 2 ans, et ils s'intègrent avec le mouvement. Or, nos résultats ont montré que les réflexes primitifs étaient toujours actifs dans notre population âgée de 15 à 23 ans. Nous avons également montré qu'il n'y avait pas d'effet d'âge sur l'activité et la distribution des réflexes primitifs et que cette distribution était similaire aux enfants âgés de 4 à 7 ans. Dans la littérature, les réflexes primitifs actifs sur cette population, donc enfants âgés de 4 à 7 ans, ils ont un impact sur le trouble de la motricité, sur des difficultés d'apprentissage et ils augmentent également le stress et le niveau d'anxiété. Or, nos résultats ont montré un impact non systématique de l'activité des réflexes primitifs sur les facteurs que nous avons mesurés. Donc finalement, quelle est la différence entre les tests physiques et les passes faites en zone de finition ou bien les passes faites en zone d'attraction contre les actions défensives? Vous l'aurez sans doute compris, la différence réside dans la mise sous pression. Dès lors qu'il y a réduction du temps, de l'espace ou augmentation de la densité ou bien une quantité d'informations importante à prendre, il y a un effet négatif des réflexes primitifs. Niklasson en 2022 avaient déjà mis en avant cet effet de l'environnement exigeant chez les enfants, bien qu'en dehors du domaine sportif, ils avaient déjà mis le point sur le lien entre réflexes primitifs actifs et environnement exigeant. Alors, en quoi l'environnement sous pression et l'activité des réflexes primitifs peut perturber cette boucle perception-action? Cette boucle perception-action, lorsqu'elle fonctionne normalement, elle est en 3 grandes étapes: la prise d'information, le traitement par le système nerveux central et l'exécution motrice que l'on peut voir sur le terrain. Le tout en s'affinant avec un retour sensoriel permanent. Donc, encore une fois, regardons étape par étape comment les réflexes primitifs peuvent impacter cette boucle perception-action à partir de la littérature et des connaissances que nous avons sur les réflexes primitifs. Étape numéro 1, la prise d'information. La littérature nous montre que chez les enfants en bonne santé, les réflexes primitifs sont corrélés à des difficultés à suivre les objets et des saccades oculaires incontrôlées. Ces perturbations pourraient alors altérer la qualité des informations captées. On pourrait avoir un tronc cérébral suractivé par l'activité des réflexes primitifs qui pourrait ralentir et perturber la transmission des signaux, compromettant ainsi les informations qui arrivent au niveau du système nerveux central. Deuxième étape, le traitement de l'information. À ce niveau, la littérature nous montre que l'activité des réflexes primitifs peut engendrer une désynchronisation des réseaux neuronaux et une surcharge du système nerveux central. L'activité peut donc perturber le traitement, encore une fois, en le ralentissant ou en modifiant le traitement, et aussi une perturbation sur l'envoi des commandes par une compétition entre les circuits réflexes primitifs et les circuits réflexes volontaires. Dernière étape, l'exécution motrice. On a déjà parlé des effets négatifs des réflexes primitifs sur la coordination et la motricité. Ici, l'activité pourrait diminuer la précision et la fluidité du mouvement dû à ces mouvements involontaires non inhibés par le système nerveux central. Bien entendu, le système sensoriel continue d'envoyer des informations au système nerveux central, créant potentiellement un cycle de rétroaction négatif. Sans cette mise sous pression, la boucle perception-action continue et on a des mouvements fluides et précis.
Maintenant, il y a des facteurs qu'on a vu qui n'ont pas été modifiés, comme les capacités physiques, la mise sous pression n'étant pas suffisante, avec peut-être un léger stress à la réussite du test, mais ne regroupant pas les conditions de densité ou de prise d'information à prendre. Ici, deux hypothèses. Soit le système nerveux central est assez efficace pour mettre en place un système de compensation, soit il n'y a pas ou peu d'activation des réflexes primitifs et donc des capacités physiques égales. Ces résultats et ces hypothèses vont aussi avec les résultats obtenus en phase préliminaire. On se souvient, lors du deuxième protocole, l'activité des réflexes primitifs était non visible et non classable sur nos tests athlétiques standards, ce qui pourrait expliquer pourquoi, lorsque il n'y a pas mise sous pression, ils ne sont pas activés ou le système nerveux est assez efficace. Ça soulève un deuxième point important, notamment que l'évaluation des réflexes primitifs doit passer par des tests spécifiques pour évaluer leur activité. Alors regardons maintenant sur le terrain, qu'est-ce qui peut se passer. On connaît les mouvements involontaires induits par les réflexes primitifs, on connaît les possibles altérations de la boucle perception-action, donc regardons 3 séquences avec un œil différent. On a ici un joueur qui va lire la trajectoire et on voit un joueur qui ne s'adapte pas, assez rigide, un saut inefficace et un mouvement raté. Deuxième exemple. On a un joueur ici, extension de la tête pour lire la trajectoire et on voit abduction des bras répétée et un recul mal ajusté. À nouveau, le saut moins efficace que l'adversaire et le ballon est raté. Dernier exemple, mais sur un schéma de flexion, cette fois-ci, on voit le joueur prend l'information, va décider de faire son jeu de tête, rentre le menton pour le faire et on voit un corps qui finit en complète flexion, qui rate complètement la balle, ne voyant plus ni l'adversaire ni le ballon qui a été dévié. Dernière partie des résultats concernant l'incidence médicale globale. Premier point, on se rappelle, les réflexes primitifs n'ont pas d'incidence sur les blessures étant multifactorielles avec notamment des facteurs aléatoires comme l'adversaire et le terrain, les réflexes à eux seuls ne peuvent pas expliquer ce phénomène complexe. Cependant, on a relevé un niveau d'alerte médicale supérieur pour les joueurs ayant des réflexes primitifs actifs. Si on se rappelle de la littérature en introduction, les réflexes primitifs augmentent le niveau d'anxiété, de stress et potentiellement une survigilance. Et donc cette survigilance accrue aux signaux internes, même en l'absence de danger immédiat ou de danger réel, pourrait expliquer l'augmentation des niveaux des alertes médicales. Troisième résultat, on se souvient, augmentation du temps pour reprendre la course de 6,4 jours et augmentation du temps avant la reprise dans le groupe de 9,7 jours. Ici, ça soulève une question intéressante. Est-ce que l'environnement, la réhabilitation, ne serait pas un environnement sous pression sous-estimé ? Quelles sont ses caractéristiques ? Les joueurs sont isolés, hors groupe, cela impacte sur leur disponibilité et diminue la fiabilité du joueur. On se rappelle, c'est une compétence clé dans notre domaine. Et surtout, ça diminue leur progression, potentiellement leur progression si l'arrêt est prolongé, et diminue les chances d'accession en équipe première. Ici, la littérature a montré sur des centres de formation de première ligue que les joueurs qui ont été promus en équipe première avaient tous montré un niveau de fiabilité supérieur à 84%. Cet environnement de pression et d'isolation pourrait alors suffire pour avoir des schémas moteurs non adaptés, une réacquisition plus lente. Encore une fois, rappel sur le cas clinique où la petite nageuse avec 25% de réflexes primitifs, même après 16 leçons, n'avait atteint que 33%. Donc potentiellement, une réacquisition plus lente chez les joueurs avec des réflexes primitifs actifs et une augmentation de l'appréhension, toujours avec cette survigilance et ce stress qui peut être créé par l'activité des réflexes primitifs. Enfin, les applications pratiques. Nous travaillons avec des sportifs de haut niveau qui s'entraînent 10 à 12 heures par semaine, qui ont une expertise athlétique certaine, puisqu'ils sont dans un cursus d'accession au haut niveau, qui performent sur le terrain, mais ce n'est pas garant de l'intégration des réflexes primitifs, puisque seulement un tiers ont intégré leurs réflexes. Ainsi, la performance pourrait passer par l'intégration de ces réflexes. Ici s'offrent deux voies à nous.
pour intégrer ces réflexes. Par exemple, entraîner une certaine forme d'adaptation à la mise sous pression lors des entraînements en créant des situations type match. Or, les entraînements tendent déjà vers des intensités maximales, on tend encore vers des situations de match, et malgré ça, il y a toujours des réflexes primitifs actifs. Donc l'approche standard ne permettrait pas d'intégrer les réflexes primitifs. Deuxième voie, une intégration spécifique, cette fois-ci à partir des mouvements primordiaux. Ces mouvements primordiaux sont simplement la répétition des mouvements que font les bébés lors de la première intégration. Donc du rampé, de la quadrupédie ou des retournements. Ou bien, ça peut être combiné, des exercices spécifiques reprenant les schémas moteurs des réflexes pour permettre au système nerveux central de recréer les bons réseaux neuronaux et d'intégrer ces réflexes primitifs. Malgré que contre-intuitive à la recherche de performances permanentes dans notre domaine, où on cherche des améliorations de force, de vitesse permanentes, elle apparaît pour nous une orientation de travail à privilégier pour intégrer les réflexes primitifs. Concernant les limites, nos études étant des études d'observation, nous n'avons pas de biais interventionnel. Cependant, ça limite la portée d'interprétation de nos résultats à d'autres groupes ou à d'autres populations. Par contre, elle ouvre beaucoup de perspectives de recherche, notamment sur l'approfondissement des connaissances sur les réflexes primitifs, nos travaux étant les premiers à faire le lien entre réflexes primitifs et difficultés motrices dans le domaine sportif. Il sera intéressant d'aller approfondir l'impact sur le traitement de l'information sensoriomotrice, sur les compétences cognitives et sur la gestion des émotions. Le deuxième gros bloc concernera l'intégration de ces réflexes primitifs dans la prise en charge avec l'évaluation des programmes d'évaluation. Est-ce que je peux, à 15 ans, 23 ans, à nouveau intégrer les réflexes primitifs après un programme spécifique? Par exemple, on reprend nos mouvements primordiaux. Vous avez ici des retournements avec initiation par le bas en premier, ou bien des retournements avec initiation par le haut du corps. Deuxième mouvement primordial, le rampé, ici, donc toujours on se rappelle de façon lente, peu intensive et répétitive. Et le dernier, la quadrupédie, de manière consciente, lente, en marche avant et en marche arrière. Un exemple sur les schémas réflexes. Ici, le réflexe de Moro, on se rappelle, je me raccroche, je me rattrape. Et donc ici, de manière lente, consciente et répétitive, je viens effectuer le geste de la fleur. Et enfin, il sera important d'évaluer les programmes sur les compétences technico-tactiques. Est-ce que, une fois que j'ai intégré mes réflexes, est-ce que je retrouve un niveau de compétences technico-tactiques, premièrement déjà supérieur aux miennes, mais aussi égal aux joueurs ayant intégré leurs réflexes primitifs? Merci pour votre attention. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci, Madame Pierre. Je vais passer la parole maintenant à un des rapporteurs de cette thèse, professeur Claire Torny de l'Université de Rouen. Merci beaucoup. Je vous laisse un petit peu récupérer. Merci. D'abord, je tiens à remercier l'Université de Franche-Comté de m'avoir confié le rapport de cette belle thèse et remercier également Laurent et Thibault qui ont co-dirigé ces travaux. Le titre, c'est un titre original, un sujet dont on n'a pas l'habitude de traiter. Donc, en tout cas, merci Madame Bestiard, parce que j'ai appris beaucoup de choses en lisant vos travaux. En apprenant beaucoup de choses, ça soulève aussi beaucoup de critiques. Je voulais vous remercier pour la qualité de l'écriture et puis les publications déjà que vous avez soumises et acceptées. On sait que c'est un travail de plus en plus complexe, ce qui donne finalement un relief à votre travail tout en plus important. Je vous remercie de la qualité iconographique de votre présentation orale, qui était extrêmement claire et qui m'a ouvert un peu les yeux aussi sur certaines choses en voyant votre footballeur avec et sans réflexe primitif. Ça, c'est très intéressant et on voit
déjà que vous avez des qualités pédagogiques qui sont fondamentales. Je ne sais pas ce que vous ferez dans l'avenir, soit une carrière académique en enseignant-chercheur, ce qui permet de voir que vous avez vraiment des qualités dans l'enseignement, ou soit finalement sur le terrain où on voit finalement que vous avez faire passer les choses. Maintenant, je vais aller un petit peu dans la partie critique, puisque on est là pour aussi discuter. Donc, dans les parties critiques, tout d'abord, vous avez relevé un sacré défi, parce que vous nous parlez de réflexe primitif. Il n'y a pas beaucoup de littérature dessus, et donc ça évoque beaucoup de questions, parce qu'on n'a pas l'habitude de ces sujets-là. Donc, peut-être que j'aurai des questions qui vont être aussi candides, mais qui peut-être permettront d'aller plus loin, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'étudiants et beaucoup de recherches qui vont être faites sur ces réflexes primitifs. Donc, par rapport à vos études, déjà, vous êtes dans un centre de formation, donc ce n'est pas des novices, quelque part, ils sont souvent passés par des pôles espoirs. Vous récupérez quand même les joueurs qu'à 15 ans, c'est déjà un petit peu tard, mais vous faites avec la population que vous avez. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous avez votre population, donc vous avez 64 si je ne me trompe pas, Oui. je n'ai pas vraiment vu, et je vais revenir après sur des questions là-dessus, sur les critères d'exclusion. Vous avez tous pris vos joueurs, et ça je me suis interrogée, mais je dis, mais pourquoi il n'y a pas de critères d'exclusion? Et je vous parlerai pourquoi j'aurais peut-être mis des critères d'exclusion. Ok. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de critères d'exclusion. Par exemple, sur l'étude de l'outil, nous avons exclu les joueurs qui avaient été blessés après la première session et qui n'avaient pas pu participer à tout. Mais sinon, non, effectivement, tous les joueurs ont été inclus dans les études, sauf les joueurs au départ qui étaient blessés et que le médecin n'avait pas donné d'accord. Alors ça m'a posé un vrai problème. Pourquoi? Parce que vous avez intégré des gens qui ont aussi des troubles oculaires ou des troubles vestibulaires. Mhm. Et ces troubles vestibulaires, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces troubles-là, donc qui donnent éventuellement des troubles d'équilibre, et vous les mettez dans une situation encore plus complexe quand vous demandez toutes les tâches sans la vision. Et on sait que ces troubles vestibulaires, on a dans la population générale, y compris les sportifs, beaucoup de troubles vestibulaires qui viennent, des fois des troubles de l'audition. Mm. Et on sait que de plus en plus chez les jeunes, on a ces troubles-là. Et globalement, quand vous demandez un test sans vision, vous augmentez ces troubles vestibulaires, donc vous augmentez ces déséquilibres. Et peut-être que ces gens-là, alors c'est toujours des suppositions parce qu'on ne connaît pas vraiment les réflexes primitifs, que vous associez à ces troubles vestibulaires des troubles de réflexes primitifs qui ne sont que des troubles vestibulaires. Donc ça m'a un petit peu gênée, mais c'est une critique qu'on peut faire malheureusement qu'a posteriori de votre étude. Donc peut-être que si j'avais dirigé vos travaux, je n'y aurais même pas pensé. Mais plus on avance dans vos études, plus on pense à ces troubles vestibulaires. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, toujours sur les critères d'exclusion, vous n'êtes pas demandé pourquoi vous n'avez pas exclu les prématurés, les enfants qui ont été prématurés. Vous avez posé cette question ou pas? Je n'avais pas cette info, mais ça aurait été très intéressant lorsqu'on sait que ces enfants prématurés ont des troubles dans l'intégration des réflexes primitifs dans leurs premières années. Voilà. Les petits pois, les enfants prématurés, j'ai dit, c'est bizarre, on intègre tout le monde, il n'y a pas de question par rapport à ça. Ou au moins vous auriez peut-être pu montrer, je ne sais pas s'il y avait une étude, peut-être a posteriori même publiée, demander aux enfants de mettre une catégorie. Est-ce qu'il y a plus de réflexes primitifs actifs chez les enfants prématurés et demander simplement s'ils ont été prématurés et éventuellement leur poids de naissance qu'ils peuvent peut-être récupérer. Donc ça aussi, ça a été quelque chose d'important. Vous avez des hypothèses qui sont très intéressantes. J'ai bien aimé également votre étude sur la natation, parce que finalement, ça marque qu'il va falloir prendre en compte ces réflexes primitifs. Mais aussi, dans vos hypothèses, on est dans quelque chose de multifactoriel. Et donc, je ne vais pas trop parler parce que j'ai mes collègues qui vont, je ne vais pas leur manger leurs questions, mais quand on va en trouver d'autres, mais quand on parle de blessures,
quand on parle des aspects technico-tactiques, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire, si on faisait une équation, une analyse en composantes principales de tous les facteurs qui peuvent rentrer dans une blessure en football, je ne sais pas à combien de variables et quel serait le poids du réflexe primitif entre la génétique, les antécédents, la qualité du tendon, etc. Peut-être que ça arriverait à un pourcentage très faible, mais peut-être que ça aussi, ça serait quelque chose à contrôler un jour. Je suis persuadée que votre sujet est intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Mais évidemment, comme votre sujet est là-dessus, tout se rapporte au réflexe primitif. Et je pense qu'il y a une limitation qui devrait avoir lieu. Alors maintenant, j'ai des questions. Hein. Quand vous dites, vous avez montré l'image à la fin sur comment vous pouvez réentraîner le réflexe primitif. Mais finalement, dans le foot, quand vous êtes en situation de jeu réduit, par exemple, est-ce que vous n'auriez pas un moyen d'essayer d'estomper, d'intégrer ces réflexes primitifs? Est-ce que vous en pensez à des moyens? On reste plus dans le foot. Oui. Je pense qu'on aurait pu essayer de trouver quelque chose sur des jeux de position où on peut maîtriser, mais on a mis en avant que l'environnement était très important. Une donnée que l'on n'a pas, c'est par exemple, il aurait été intéressant en tout cas, de voir est-ce que ces compétences à l'entraînement sont diminuées. Est-ce que en prenant les réflexes primitifs à l'entraînement, on filme, et pareil, on note les compétences. Est-ce qu'il y a une telle différence entre les deux groupes? Et déjà de voir est-ce que oui ou non il y a une différence, puisque s'il n'y a pas de différence, finalement, l'entraînabilité à l'entraînement est limitée puisqu'ils arrivent à compenser de façon efficace l'activité des réflexes primitifs. Ensuite, lorsqu'on regarde la littérature sur les méthodes d'intégration chez les enfants, on revient toujours sur les mouvements primordiaux, on revient toujours sur les schémas réflexes et finalement sur des activités aussi vestibulaires, des sauts, etc. Mais à l'entraînement, non, on n'a pas... Et pourquoi vous n'avez pas essayé de faire un jeu réduit avec une équipe que vous aviez identifiée avec des réflexes primitifs actifs versus une équipe avec des réflexes primitifs intégrés? Est-ce que vous n'auriez pas vu peut-être des choses dans la situation Probablement, on aurait pu voir des choses, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas testé. Et après, sur l'entraînement, la partie terrain-entraînement, c'est vrai que même si au niveau de la recherche, les stacks à jouer le jeu, je pense qu'il aurait été difficile de le mettre en place dans le cadre de cette bourse CIFRE. Mais effectivement, ça aurait été intéressant de pouvoir voir les différences entre les deux groupes, notamment sur la gestion des espaces, le rapport aux autres, etc. Et sur les compétences aussi, encore une fois. Il y avait une deuxième chose, toujours dans l'aspect technico-tactique. Moi, je travaille sur le biobanding, donc on travaille avec des gens de même niveau de maturité. On fait travailler avec même niveau de maturité contre le jeu classique où on met des 14 ans et des 14 ans, des 15 ans et des 15 ans. Et là, tout à l'heure, vous avez soulevé un point qui est intéressant en disant que le niveau de stress, il augmente finalement l'activité de ces réflexes primitifs. Donc, est-ce que dans le technico-tactique, essayer de les faire jouer dans un système avec une équipe adverse qui va être plus mature que l'équipe qui a été faite, pour voir finalement sur ceux qui ont un réflexe primitif, qu'est-ce qu'il y a plus de réflexe primitif lorsqu'on augmente le niveau de stress, ou l'inverse, ou lorsqu'on les met finalement que les réflexes primitifs actifs ensemble, etc. Pour vraiment, en fait, surligner quelque part, souligner que c'est du réflexe primitif. Ce qui me manque, la critique de votre thèse, ce qui me manque, c'est que on sait que c'est multifactoriel, vous avez des limites, vous l'avez dit, on le sait. Mais à un moment donné, peut-être, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre une situation, peut-être à vous à développer derrière, où on essaye de mettre en exergue un peu plus le réflexe primitif? Je pense que ce sera une perspective de travail et de recherche, effectivement. Après, sur les compétences technico-tactiques, sur la méthodologie et les résultats, on a regardé l'effet âge, encore une fois, et expérience, puisqu'on sait que les joueurs qui ont 23 ans ont plus d'expérience que les joueurs de 15 ans. Et donc, les statistiques que vous avez vues aujourd'hui et les résultats, il n'y avait pas l'effet d'âge dans la réussite des compétences. Vous n'aviez pas ce sujet pour vous restreindre à des groupes d'âge plus... Non.
Ouais, non, il n'y avait Pour ça, pas. vous avez pris 15 ans. Ouais. Je me suis posé la question pourquoi on allait jusqu'à 23 ans et pourquoi on ne s'était pas arrêté plutôt à une catégorie d'âge, allez, U18 quelque part. Ouais, non, là, c'était par rapport à un nombre de joueurs et une puissance statistique. Sur l'étude des compétences technico-tactiques, on n'avait que 58 joueurs avec les 3 équipes du centre de formation. Ben, merci beaucoup en tout cas, puis Merci. merci pour votre travail. Merci. Merci Claire. Donc maintenant, le président de va passer la parole à lui-même, qui est lui-même donc rapporteur de votre thèse. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à juger ce travail. Vous, directeur de thèse aussi, puis l'université maintenant qui s'appelle Marie Pasteur. Voilà. Donc pour cette invitation. Donc moi franchement j'ai bien aimé le travail sous tous les aspects, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc l'oral était vraiment très clair, donc je vous félicite pour vos talents d'oratrice, et puis vous faites passer très bien le message, et il y a pas mal de réponses que vous m'avez apportées à l'oral que je me posais, donc je vous remercie pour cela. L'iconographie, comme l'a dit Claire, elle est vraiment très très bien. J'ai appris pas mal de choses sur la littérature en ce qui concerne les réflexes primitifs, que je ne connaissais pas très bien, et ce qu'ils peuvent apporter à la performance physique dans sa globalité. Donc j'ai appris pas mal de choses à ce niveau-là. Donc j'ai bien aimé aussi la façon de rédiger, qui est différente par rapport au test classique, et surtout les parties où vous mettez les points clés qui sont présentés. Donc ça, j'ai vraiment apprécié, ça retrace les choses, puis ça résume bien ce qui a été dit auparavant. J'ai aussi bien aimé les implications. Pardon. Ouais, il veut parler. Il voulait parler lui aussi. Donc, j'ai bien aimé ce que je voulais dire, c'est les applications pratiques à la fin, qui sont vraiment qui peuvent être discutées et discutables. On aura l'occasion d'en parler un petit peu par la suite. Donc, toutes ces choses-là étaient vraiment à votre avantage. Et puis, le travail, on va dire dans sa partie fondamentale, c'est les réflexes primitifs, leur impact sur la performance physique, la performance physique de sa globalité, donc avec la blessure, donc réduction de blessure. Donc tout ça pose beaucoup de questions. Vous l'avez bien dit que c'est un des premiers travaux qui met en relief donc les réflexes primitifs et les difficultés motrices, et particulièrement dans le foot. Et donc ça vous oblige d'aller chercher des hypothèses, des réflexions très profondes. Et comme c'est un des premiers travaux dans ce domaine-là, vous pouvez en louper un petit peu. Parce que, comme l'a dit Claire, pas d'autre chose, c'est tout à fait normal et tout à fait logique. Et donc, moi, je voulais avoir un petit peu une discussion avec vous par rapport à tout ça. Et puis, tout particulièrement, tout d'abord, sur les premières diapos, vous avez montré des exemples de courses. Oui. Sur tapis roulant. Oui, je connais. Et puis, vous amenez les mouvements parasites à des réflexes primitifs. Vous les ramenez à ça. Mais par contre, vous ne les ramenez pas. Enfin, la performance, qu'en est-il là-dedans? Est-ce qu'ils sont plus performants ou pas? Nos résultats ont montré que sur les tests athlétiques, les joueurs avec ou sans réflexe ont les mêmes résultats. Ils ne sont pas plus performants. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'était un bon exemple. Parce que vous prenez par exemple Emil Zatopek, multiple champion olympique, qui avait des. Si on le met dans votre étude, lui, il avait des réflexes primitifs. Alors là, ils ne sont même pas du tout intégrés. Hein. Ils sont encore de 2 ans. Quoi. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui me posent un peu problème. Après, par rapport à ces aspects négatifs. Et puis, donc, admettons qu'ils existent. Après, il y a le problème de leur évaluation. Donc, vous utilisez l'INPP. Mais, quand j'ai été chercher un petit peu partout, etc., vous m'avez donné pas mal de références bibliographiques, donc j'ai été voir un peu. Et cette échelle, elle est valide. Elle est valide chez qui? Les enfants. Les enfants. Vous avez des enfants? Non. C'est pour ça qu'on a mis tout un protocole pour aller voir dans notre population. Ouais, vous n'avez étudié que la reproductibilité et la répétabilité. Oui. Vous n'avez pas étudié la validité. Non.
Et donc, à partir de là, ça suggère quoi? L'interprétation de nos résultats à partir de l'évaluation de cette échelle. Oui. Vous voyez? Donc, j'aurais commencé par la validité de l'échelle, peut-être chez les adultes. Ok. Et aller plus loin, enfin, au moins chez les adolescents, après chez les adultes, et après chez le sportif. Donc, vous voyez, ça fait un cheminement qui est costaud quand même. Oui. Donc, vous proposerez quoi Pour, si c'était à refaire? dans le cadre de cette... Vous ferez comment pour la valider? C'est une excellente question. que j'avais pas forcément, que j'avais pas forcément anticipé. Non, mais après sur un protocole classique de validation avec un autre outil pour comparer les résultats. Hein. Après sur le protocole en début de saison, pareil. Enfin oui, au début hors entraînement, mais ouais. Je sais pas. Ouais, oui, et puis ça vous aurait vachement aidé de faire une étude toute simple. C'est-à-dire, c'est votre protocole, mais vous faites la même chose d'abord chez par exemple, des amateurs de foot. Oui. Ceux que vous avez, ils sont sélectionnés. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus. C'est-à-dire que vous partez du postulat qu'ils sont très compétents dans le foot, parce qu'ils sont sélectionnés. Oui. Donc, voir, est-ce que... Oui, dans le football amateur. Est-ce qu'on a la même chose ou pas? Est-ce que les réflexes primitifs sont plus persistants chez ceux qui ne sont pas sélectionnés par rapport à ceux qui sont sélectionnés? Moi, j'aurais fait, c'est une première étape, celle-là. Ok. Et c'est celle-là qui va vous valider en partie, au moins, votre échelle et donc votre travail de départ. Donc bon, j'arrête sur cette partie-là. On va aller plus loin. On va partir du postulat que c'est validé, qu'on l'a utilisé, que c'est probant. OK? Très bien. Et donc, je vais voir sur les tests physiques. Donc là, bon, Claire, vous avez posé pas mal de questions à ce niveau-là. Ces tests physiques, d'un point de vue méthodologique, ils ont été réalisés le matin ou l'après-midi? Tous les tests physiques, donc pour les 3 groupes, c'était le même protocole de rentrée. Et donc, il y avait les tests de course le matin. Et les tests qui ont été faits sur plateforme de force et sur Norborn ont été faits l'après-midi. D'accord, une seule fois? Une seule fois en pré-saison, ouais. On a eu les résultats que d'une seule fois en pré-saison. Ouais, donc il n'y avait pas eu de répétition pour voir un peu... OK. Donc déjà, d'un point de vue méthodologique, il aurait fallu peut-être refaire un peu plusieurs fois. Même si c'est observationnel, si on refait plusieurs fois, ça valide encore plus les résultats. Après, ma question, elle est sous-jacente. Le matin ou l'après-midi, quid les réflexes primitifs? Est-ce qu'ils sont persistants le matin, l'après-midi, le soir? C'est des informations qui sont intéressantes à avoir. Nous, on ne les avons pas, puisqu'on a fait les tests sur les joueurs en rentrée. Et donc, les joueurs ont été testés sur la journée. Et donc, cette information, dans notre population, nous ne savons pas si... et dans la littérature, il n'y a pas d'informations, à part chez des personnes âgées qui montrent des maladies dégénératives, qui montrent que ces réflexes sont plus actifs le soir avec fatigue. D'accord. Ils sont plus actifs, oui. Chez les personnes, donc ça revient aux joueurs qui sont sous pression. Peut-être. Les personnes d'Alzheimer et de Parkinson, peut-être le soir. Par rapport à ça. Oui, donc par rapport à l'apport nutritionnel, ce qui a été contrôlé chez les joueurs. Non. Notamment, je pense à l'apport protéique, qui est très relié à tout ce qui est neuronal, acétylcholine, etc. Est-ce que... Au centre de formation de l'ESTAC, il n'y a pas d'apport protéique en plus, et c'est une cantine scolaire, avec les apports minimum en protéines, Mais tous les joueurs étaient à la même cantine, donc il n'y avait pas de contrôle nutritionnel pour les joueurs. D'accord. Oui, le choix des tests. Claire l'avait soulevé un petit peu. Donc il y a les sauts et la course. Donc, ce sont des choses qui sont vachement intégrées chez les joueurs de foot. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas opté pour un test où il y a de l'incertitude, qui ressemble un peu plus à une situation de foot? Là, c'était dans la liberté des choix des tests, où on n'avait pas forcément la main sur le centre de formation pour rajouter des tests, mais ça fait partie des perspectives de recherche, d'aller voir ce qui se passe sur des tests de coordination avec et sans perturbation, voir ce qui peut se passer notamment au niveau du système visuel, système vestibulaire, aller voir les mécanismes sous-jacents à l'activation. Ce qui serait vachement intéressant quand vous aurez validé l'INPP,
C'est voir ça nous intéresse. Et nous, peut-être que moi, je ferai l'étude avant vous, hein, si vous ne le faites pas avant. C'est avec le LSPT, le Low Ball Circle Passing Test, qui est vraiment très validé à très très haut niveau chez les hommes, chez les femmes. Nous, on l'a validé chez le centre de formation, où on doit faire des passes contre. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Où le joueur est au centre et puis il y a des planches avec des couleurs très petites. Et là, la pression du temps et de la technique. Donc, c'est un des tests qui se rapproche le plus du foot. Et donc, voir un peu s'il y a ce que vous avez fait avec ce test-là. Comme c'est moi le président, donc je garde le temps encore. Je me donne le temps. Désolé. Je reviens aux blessures. Oui. Alors, les blessures, vous les avez quantifiées comment? Vous avez utilisé une méthode? La méthode faite dans les épidémiologies, selon Fuller et Hall, qui... oui, on a utilisé ça, et c'est le médecin... La démonstration. Oui. Ok, donc vous avez utilisé la méthode de Fuller. Oui. Oui. Donc vous trouvez que ce qui était intéressant, ce que vous avez ressorti de votre travail, c'est que ceux qui avaient un réflexe primitif intégré mettaient moins de temps pour revenir. Mais est-ce que vous avez regardé un petit peu par rapport à ça, la blessure, la gravité? La gravité de la blessure. Sur les durées de réhabilitation, dans nos statistiques, on ne l'a pas prise en compte, sachant qu'il n'y avait pas de différence dans les gravités entre réflexes actifs et pas actifs. Les joueurs se blessaient pas plus, pas moins. Voilà, donc à partir de là, on n'a pas regardé, on a simplement pris les données brutes du nombre moyen de jours passés dans chaque étape de réhabilitation. L'environnement, on a été regardé aussi, avec contact, sans contact, à l'entraînement et en match. D'accord. En tout cas, c'est une donnée intéressante qu'il faudra absolument creuser. Par rapport aux blessures, vous nous faites la description des blessures, etc. Vous l'avez refaites à l'oral et tout ça. Mais j'ai l'impression que vous prenez vachement de sources plutôt de joueurs pros à très haut niveau. Oui. Alors que vous travaillez dans un centre de formation. Est-ce que vous avez des données, des datas? D'abord, au niveau européen, au niveau français et au niveau de l'Espagne. Alors, on était légèrement un peu plus élevé au nombre de blessures par joueur la saison dernière. Au niveau européen, dans les centres de formation de Première Ligue, c'est là où il y a le plus de données accessibles. Sur les clubs élites, on est sur le même nombre de blessures, avec des tendances à diminuer un petit peu chez les jeunes. Voilà. Donc sur les données, on était sensiblement pareil que chez les joueurs professionnels ces dernières années concernant le nombre de jours d'absence. D'accord. Non, c'était cohérent de regarder ce qui se passait. Oui. D'accord. Ok. Merci pour cette information. Après, par rapport à des perspectives de travail, donc vous en avez émis quelques-unes. Il y en a d'autres que j'aurais bien discuté avec vous. J'ai vu que, on le voit sur la photo et tout, qu'il y a différentes ethnies. Donc, est-ce que vous avez regardé un peu les résultats à ce niveau-là? Non. Et c'est non. C'est un débat qu'on a eu la semaine dernière. Voilà, on n'a pas été regardé au niveau de l'ethnie s'il y avait des différences dans l'activation, dans le fait que les joueurs n'aient pas intégré leur réflexe. Après, au niveau du centre de formation, on a très peu d'étrangers hors français. Donc normalement, ils ont la même éducation scolaire, voilà. Ils ont une culture française. Ma deuxième question, c'est la catégorie socio-professionnelle. Oui. Est-ce qu'elle a un impact sur les réflexes primitifs ou pas? On n'avait pas cette donnée, par contre, ce sera intéressant d'aller voir, puisque chez les enfants, il y a des impacts de la catégorie socio-professionnelle sur le niveau des réflexes primitifs actifs, notamment chez les enfants. Ouais. D'accord. Puis après, toujours pareil, aller voir un peu chez les filles. Je sais pas ce qu'il en est. Est-ce que vous avez des données, des informations? Alors, chez les filles, dans le foot, on n'a pas de données. Par contre, chez les enfants, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Alors, il y a des différences, il y a des tendances. C'est toujours les mêmes, avec plus de 60% de la population avec un score faible. Et chez les filles, on a tendance à être un peu moins dans le groupe intégré. Mais par contre, au niveau élevé, c'est plus les garçons qui ont plus de réflexes actifs.
D'accord. Bon. Après, est-ce que, une fois validé tout ça, une fois que c'est probant et tout, est-ce que vous pensez que ça pourrait faire partie des batteries de détection? Parce que ça donnerait une orientation. Oui. Au scout ou au centre de formation, il faut prendre ce joueur-là parce qu'il a un réflexe primitif intégré. Il ne faut pas prendre celui-là parce qu'il a un réflexe primitif non intégré. Je ne sais pas si c'est un critère d'exclusion ou de non-sélection du joueur, le fait d'avoir des réflexes primitifs, parce que vous avez cité des joueurs professionnels qui ont des réflexes primitifs et qui ont fait de très très belles carrières. Par contre, je pense que oui, il sera nécessaire de les intégrer, notamment au niveau de la préformation, puisqu'ils sont encore plus jeunes, et donc si de commencer encore de plus tôt l'intégration des réflexes dans cette population. Ouais. Effectivement, je pense que ce sera pertinent et important de le faire. D'accord. Et puis après, est-ce que vous avez un protocole à nous présenter concernant la réduction de ces réflexes? Vous avez mis en place des exercices, etc., mais dans le foot. Oui. Alors sur l'intégration, là où le travail est très intéressant, c'est que c'est pas chronophage. Dans la littérature, l'intégration se fait plus sur la longueur que sur une séance d'une heure et demie. Donc ce sera des protocoles de 5 à 7 minutes à faire tous les jours sur 4 à 6 semaines pour intégrer les réflexes. Et donc toujours de manière à faible intensité, lente, de manière consciente. Dans le foot, ce qui va être compliqué, entre guillemets, à mettre en place, c'est qu'il faut quand même un environnement assez calme. Et donc, s'il y a effet de groupe dans une salle, voilà, c'est peut-être pas l'environnement le meilleur pour intégrer les réflexes. Et donc, avoir en protocole, un peu comme les protocoles de prévention qu'on peut donner aux joueurs de mobilité à faire avant au calme ou le soir chez eux. Ou, voilà. D'accord. En tout cas, bon, sur l'aspect technico-tactique, je pense que je laisserai la parole à un des membres du jury qui va vouloir plutôt vous cuisiner un petit peu là-dessus. Donc en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation encore et merci pour cet échange très intéressant de mon point de vue. Et puis je cède la parole au professeur Giuseppe Coratella de l'Université de Milan. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier aussi pour l'invitation à l'Université de Franche-Comté. Et je voulais m'excuser parce que mon français, ce n'est pas à bon niveau, mais OK. J'espère d'être compréhensible. Et juste des questions, juste une considération avant de poser des questions. À niveau de blessures, les blessures sont très compliquées à évaluer. Et donc, peut-être plus intéressant et plus complet d'évaluer un paramètre qui s'appelle injury burden plutôt que le nombre ou la typologie ou la gravité des blessures. Parce que ça, c'est une combinaison de tout. C'est plus facile à évaluer. OK. Et dit ça, j'avais des questions, j'étais un peu curieux sur le mécanisme de réflexe primitive. Et quelle est la structure du système nerveux central ou même quand même de la ganglion de la base peut-être un peu particulièrement affecté par le réflexe primitif? Ouais, je vous montrerai après, mais on a travaillé dessus. Dans le manuscrit, on explique un peu. Et effectivement, toutes les structures du système nerveux peuvent être impactées par l'activité des réflexes primitifs. On se rappelle, ils sont dirigés par le tronc cérébral. Et forcément, les structures sous-corticales peuvent être impactées. Les ganglions de la base, eux, responsables de l'inhibition de certains mouvements et de l'apprentissage des mouvements automatiques appris. L'activité peut engendrer une certaine rigidité et un manque de précision de ces mouvements qui sont censés être faits automatiquement, appris par le joueur, et donc être perturbés par l'activité des réflexes primitifs. Il y a plusieurs structures qui peuvent être impliquées. Donc le tronc cérébral suractivé, le système limbique sur la gestion des émotions, le thalamus qui est un relais aux autres centres des structures supérieures peut être impacté et donc faire un mauvais relais, ne pas envoyer forcément que les informations importantes. Mais encore une fois, tout ça reste très hypothétique puisque nous n'avons pas les informations réelles. Voilà, on n'a pas été recherché en profondeur vraiment les mécanismes qui sont mis en jeu sur l'activité des réflexes primitifs. Il y a seulement le docteur Milello qui a travaillé et qui a fait des IRM
chez les enfants qui avaient des réflexes cognitifs actifs et qui a observé justement cette désynchronisation neuronale et puis cette suractivité du système nerveux central. Ok. Dans vos observations, vous avez constaté que le niveau d'activité de tous les réflexes était égal ou il y avait des différences? Il y avait des différences à la fois en termes de distribution entre les réflexes et d'activité. Par exemple, le réflexe tonique labyrinthique était très actif dans notre population, mais à des niveaux faibles, 1 ou 2, alors que le réflexe de Moreau, où vous avez vu le joueur avec une large abduction des bras, ce réflexe était très souvent intégré, majoritairement intégré, mais lorsqu'il était actif, il était actif au maximum et noté 4. Donc il y avait vraiment des différences. Vous avez étudié le réflexe sur un sport situationnel. Mais quoi dire à propos des sports cycliques? Il y a quelque chose à dire sur, par exemple, le vélo? Il y a des réflexes ou il y a des conséquences de voir des réflexes? Là, c'est un débat encore très très riche puisqu'on peut voir les réflexes de deux façons, mais qui répondent à un environnement. Ils peuvent être comme nos résultats, être négatifs avec des mouvements involontaires ou sur le vélo. Imaginez une personne qui a un réflexe tonique labyrinthique et donc à la flexion, un hypotonus de la chaîne antérieure peut entraîner des déséquilibres sur le vélo. Et d'un autre côté, on peut se dire, est-ce qu'il pourrait pas amener quelque chose en plus à la performance? Par exemple, des réflexes d'extension qui emmènent un excédent d'extension nécessaire sur des sports type triple saut, etc. Donc, il y a vraiment une balance entre le réflexe qui peut impacter la performance et le réflexe qui peut potentiellement améliorer une performance à un moment donné. Ok, mais au-delà des réflexes déjà étudiés, il y a des autres qui peuvent affecter un peu la performance et quel type de performance? Oui. Il y a environ 70 réflexes, entre les réflexes posturaux et les réflexes primitifs. Nous, on s'est consacré vraiment sur ces 4-là qui sont déjà bien documentés. Il a fallu commencer quelque part, donc on a pris ces 4 réflexes-là. Mais effectivement, il y a des réflexes qui se situent au niveau du pied. On joue au foot avec les pieds. Il sera donc très très intéressant d'aller voir ce qui se passe, déjà à savoir est-ce qu'ils sont actifs, ces réflexes, au niveau du pied, et est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur les performances, et donc expliquer peut-être d'autres facteurs, expliquer autrement ce qui peut se passer. Ok, j'ai fini mes questions. Je vous remercie pour la présentation très belle et aussi pour le sujet qui est très intéressant et je trouve soit une nouveauté dans la performance, le lien de la neurophysiologie et la performance à ce niveau. Merci. Merci, professeur Kisite Koratella. Je vais passer la parole maintenant au docteur Eero Stéphane, qui est un examinateur de la thèse. Merci. Merci pour la présentation. J'ai apprécié les illustrations vidéo. On y reviendra peut-être juste un peu derrière. Moi, je vais venir surtout sur l'évaluation des compétences technico-tactiques. Oui. Et je voulais savoir dans quelle mesure ce qu'on va appeler les normes du coach, c'est-à-dire les normes de l'entraîneur ou des entraîneurs de ces joueurs de centre de formation, ont été prises en compte. Parce que quand je regarde par exemple les critères d'évaluation, on est sur récupérer le ballon ou fermer une ligne de passe. Est-ce que ça, c'est pour l'ensemble des joueurs ou est-ce qu'il y avait des attentes particulières en fonction des postes, par exemple? Oui. Les données présentées, tous les joueurs n'étaient pas inclus en fonction des compétences, notamment sur les passes faites en zone de finition, par exemple. Les défenseurs centraux n'étaient pas inclus, puisque oui, ils peuvent faire une passe en zone de finition, mais ça reste très très rare. Et sur les actions défensives, tous les joueurs étaient inclus, puisque dans notre projet de jeu, tout le monde doit défendre, et notamment sur le pressing. Donc du coup, tous les joueurs étaient inclus sur cette compétence, en tout cas, d'action défensive. Juste quand il y a simplement soit récupérer le ballon, soit intercepter sur les lignes de passe, on ne voit pas apparaître la notion de pression, c'est-à-dire presser sur l'adversaire, alors que la mise sous pression est quelque chose d'important dans le cadre de ces réflexes primitifs. Donc je vais avoir un peu une justification, en tout cas une tentative d'éclairage par rapport à ça. On a fait la définition de cette action défensive pour voir, pour observer si il y avait des différences justement sur des situations dynamiques.
Et donc là, on n'a pas le ballon, on doit récupérer le ballon. Et donc effectivement, il n'y a pas de notion d'espace non plus sur le terrain. Est-ce que je récupère en zone basse ou en zone haute? Voilà. Mais sur la définition. Parce qu'en même temps, ces contextes-là qui sont différents, oui. Et on parlera de la discrimination justement de ces contextes défensifs, ils vont avoir un impact sur la mise sous pression. Oui, parce que c'est pas un pressing haut ou une récupération en zone basse. La pression n'est pas la même à la récupération. Je trouvais très intéressant ce que vous avez présenté à la vidéo comme illustration, mais sur les 3 séquences de jeu qui sont présentées, on a affaire à ce que nous on appelle une défense en place, c'est-à-dire que vous n'avez pas la balle au départ, et vous allez sortir de votre ligne pour aller presser. Donc c'est une catégorie spécifique de situation défensive. Et il y a une autre catégorie qu'on appelle transition défensive, et donc sur lesquelles il y a un enchaînement des actions. Qui fait que le joueur il est encore un peu plus mis sous pression puisqu'il avait la balle, il la perd, il doit la récupérer. Donc comment vous avez pris en compte et discriminé ces 2 types de catégories de situations qui n'amènent pas tout à fait les mêmes choses en termes de mise sous pression? On ne l'a pas fait, on les a pas séparés en termes de... Ça n'a pas été 2 catégories d'actions défensives séparées, elles sont regroupées dans ce que là vous avez vu dans les résultats. En termes de performance, on peut quand même dire que pour mesurer de la performance et l'impact négatif ou positif des RPS, la discrimination, elle est quand même peut-être intéressante. Oui, exactement. Sur les ressources, il sera intéressant d'aller voir sur plus de compétences, justement, et de bien classer sur ces activités défensives et de multiplier le nombre de compétences étudiées pour voir vraiment où est-ce que les réflexes cognitifs sont vraiment impactants sur le terrain. L'interrogation que j'avais en vous écoutant et en lisant, c'était est-ce que avoir pris l'ensemble, tout un tas de critères, à la fois offensifs, défensifs, dans des contextes de jeu qui sont un peu différents, est-ce que ce n'était pas un peu trop large? Et moi, je voudrais avoir votre sentiment. Et peut-être est-ce qu'il serait intéressant sur le plan méthodologique de refaire ou de poursuivre, parce que je trouve ça très intéressant, mais sur, par exemple, une discrimination de situations défensives dans lesquelles il y a une mise sous pression qui va permettre, à un moment qui sera différent, qui va permettre peut-être d'évaluer plus finement l'impact de ces RPS encore actifs ou pas. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce sera un axe de travail important à aller voir, en tout cas sur les matchs. C'est vrai que nous, on l'a pas fait. On a simplement demandé aux analystes à la perte de balles ou sur une défense en place de regarder la façon de récupérer, d'intercepter ou de fermer une ligne de passe. Donc plus un comportement finalement. Sauf que sur du haut niveau, sur l'information, la discrimination en termes de cognitif sur le plan de la lecture de ces situations, elle est quand même différente. Exactement. On ne réagit pas et on n'a pas les mêmes attentes en tant que coach. On n'a pas les mêmes attentes pour nos joueurs. Même les comportements. Pour mesurer du coup la performance, est-ce qu'il serait envisageable effectivement de discriminer pour pouvoir à la fois avoir des attentes et dire voilà, le projet du coach c'est ça, on va mesurer la performance à partir de ça et de ces éléments-là. Non, ce sera important d'aller voir, oui, je pense. Non, le ressenti, c'est que quand on en parle aujourd'hui, on se dit on aurait dû le faire. Non, et du coup, voilà. Mais non, on n'a pas. Ça aurait pu être important de. Ah oui. Chercher. Ouais, exactement. Non, ce sera important d'aller voir. Ouais, puis simplement une dernière réflexion, je pense que c'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose qui peut être intéressant, surtout en termes d'accompagnement à la performance et d'optimisation de la performance. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, au-delà du travail extrait du foot, voir comment ça peut s'intégrer dans des situations spécifiques et avoir des protocoles, justement, avec des situations de football, parce qu'on déjà la préparation physique qui est faite des fois à côté, etc. Je pense que c'est une voie qui est ouverte. Je pense. Oui, qui va être très, très enrichissante, je pense, sur le chemin, sur l'apprentissage des connaissances, du savoir sur ce domaine, puisqu'on n'est qu'au départ, finalement. Merci. Merci. Parfait. Merci, Dr. Héron Stéphane. Je passe la parole maintenant à votre co-directeur de thèse, M. Lucien Nativo de Galen. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est fait. Oui. Merci. Franchement, je trouve que c'est assez unanime. La présentation était très bonne. Ta manière de parler était très bonne. Alors, la première répétition que tu as faite, c'était pas... Non. On passe à la prochaine. Non. C'était très bien. Heureusement encore. Mais ça, c'est quand même une qualité de Julie qui est
En fait, on te dit les choses. On n'est pas tendre avec toi. En fait. On est des gentils au final. Oui. On était pas tendre avec toi au début. À chaque fois que tu nous as amené une première version de quelque chose, on t'a un peu. Ouais. Mais en fait, toi, tu as cette capacité à prendre le truc, puis tu dis OK, puis hop, tu changes, tu redonnes, on te agace, tu dis oh, OK, hop, tu retournes au travail et tu redonnes les choses. Donc en fait, c'est comme si toi, moi je trouve que c'est ta principale qualité, en tout cas dans cette thèse, c'est comme si tous les problèmes que tu rencontres, bon, en fait, tu dis oh, c'est qu'un petit problème et puis tu vas le passer. On a eu des collaborations avec d'autres étudiants et autres où la difficulté en fait est vécue comme oh, c'est une difficulté, et ben toi c'est pas le cas du tout, et c'est très agréable de travailler avec des personnes comme ça. C'était dur, hein, franchement. C'est long, et puis dans des environnements qui sont difficiles. C'est 3 ans, c'est loin. Du coup, c'était en autonomie complète, parce que Laurent, le directeur, il est à Besançon, le co-directeur, il est en Suisse, Stack. Donc, les échanges ne se font pas facilement, c'est pas évident, et t'as pas léché. Donc, bravo à toi là-dessus. Je vais pas te poser de questions, si t'as tout de Ouais. Pas obligé. Hein. C'est je vais quand même t'en poser, je trouve le plus important là, dans l'équipe de recherche, en tout cas que nous on aime co-diriger ou mener, c'est OK, on apporte des données scientifiques, on essaie de valider des choses ou les invalider, mais il faut que ça ait un rapport avec le terrain. Si on ne résout pas des problèmes sur le terrain, OK, oui, c'est bien, on améliore notre connaissance, mais en fait, on n'agit pas sur le monde. Et ça, ce sont vraiment des résultats et des protocoles du coup, qui sont directement reliés au terrain, parce que à partir du moment où tu viens dire qu'il y a 30%, ce joueur, il a 30% de taux de réussite en moins sur cette base, dans cette situation-là, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu as mis le doigt sur un problème. Et donc, après, les thèses qui vont venir, il faudra aussi venir chercher. Alors, elle sera un peu plus mécanistique. Il y aura une suite, mais une suite très, très pratique. Oui. On vient intégrer les réflexes. Et qu'est-ce que ça fait? Là, elle sera intéressante. Mais par rapport à ta thèse, toi, quand on vient agir sur des sportifs, on essaie d'aligner un peu tout le monde pour que ça soit efficace. Donc, on a en même temps les données chiffrées, pour ne pas dire n'importe quoi. En même temps, l'entraîneur qui sent les choses, qui perçoit les choses, qui voit que là, il y a un petit problème ou il y a quelque chose qui ne va pas, puis en même temps, la sensation du joueur. Et puis, on essaie d'aligner les trois. On sait pourquoi on va faire tel type d'exercice. Le coach est d'accord, il a compris, et puis ça a du sens pour le terrain. Et l'athlète a aussi compris. Donc, ma question, c'est, si tu prends l'athlète, le footballeur et puis l'entraîneur, comment ils ont interagi avec ton travail? C'est quoi? Est-ce que ça les a changés? Est-ce qu'ils ont perçu en fait les choses? Est-ce que quand tu parles avec ton entraîneur et tu dis le réflexe de Moreau, quoi ton réflexe non, lui, est-ce qu'il a la vision sur le terrain? Ah oui, ce réflexe-là, c'est celui qui peut faire ça, etc. Donc, est-ce qu'ils ont cette connaissance-là et comment tu as reçu le truc? Et aussi d'un point de vue du joueur, parce que on essaie encore une fois d'aligner intention ce qu'a le joueur dans la tête. C'est sûr que s'il fait le travail de ramper là, et puis il se dit moi ce que j'ai envie c'est de rebondir, c'est d'aller caresser les oiseaux, c'est pas la bonne intention par rapport au mouvement qu'il est en train de produire. Donc est-ce que eux ils ont aussi intégré ce mindset de si je fais ces exercices là je dois être dans tel état d'esprit, etc. Par rapport aux entraîneurs, il n'y avait pas vraiment de regard sur le travail de recherche, surtout sur les 2 premières années où j'ai essayé de manager toutes les données, puisqu'il y avait le médecin, les analystes, les coachs, et qu'il n'y ait pas d'impact sur la connaissance de l'activité des réflexes, pour qu'il n'y ait pas de biais sur la sélection des joueurs, pour le médecin ne savait pas non plus, les analystes quand ils ont codé ne savaient pas non plus, et donc pendant les 2 premières années, c'est vrai qu'on j'en discutais pas beaucoup au centre de formation. Sur la 3e année, où là, je savais qu'il n'y avait pas de protocole mis en place, il y avait plus de liberté, ce qui pouvait expliquer certains. Je disais, mais voilà, ce joueur, il y a ça, peut-être que si on travaille d'une telle ou telle façon, on peut améliorer. Donc, il y avait quand même une certaine forme d'intéressement des coachs. De toute façon, à partir du moment où on leur dit qu'on peut leur apporter des solutions, ils sont intéressés.
mais finalement pas autant que ça. Voilà. Finalement pas autant que ça, et on a essayé de mettre en place un questionnaire subjectif pour l'ensemble des coachs pour savoir leur ressenti vis-à-vis du joueur. Est-ce que vous pensez que ce joueur il se sent bien? Est-ce qu'il prend facilement la parole dans le vestiaire? Est-ce qu'il il est un leader? Est-ce que ce n'est pas un leader? Des choses comme ça. Et ça a été très compliqué. Sur les retours. Donc, je pense que ce type de questionnaire fait en autonomie n'est pas forcément possible, et plus en entretien, au moins semi-dirigé, voilà, pour avoir des ressentis, des tendances chez les joueurs. Donc ça, je pense que ce sera très intéressant d'avoir le ressenti des joueurs, des entraîneurs, mais aussi des joueurs. Ce qu'on aurait pu faire, là, c'est facile parce que c'est la fin et que voilà, mais de mettre en place des questionnaires qui sont déjà aussi validés. Sur la motivation, sur le stress, voilà, sur les schémas de pensée entre les joueurs, ça aurait été très intéressant. Parce que moi, quand je vois les exercices là qui sont proposés, alors c'est des exercices effectivement qui sont utilisés, mais je me mets à la place du joueur qui toute sa vie on lui a dit l'important c'est d'être fort, d'être puissant, d'aller vite, de marquer, de taper fort, etc. Toi tu lui dis bon bah allez, tu vas te mettre par terre, tu vas faire un petit 4 pattes et tu vas taper plus fort. Bon, ouais. C'est difficile, je pense, pour autant l'entraîneur que le joueur de se dire avec ce type de travail, pardon, je vais améliorer ma puissance. Oui. Alors que si tu vas au bout de tes résultats, c'est ce qu'on devrait voir en fait. On devrait avoir une amélioration de la coordination de la personne, et donc les bons muscles utilisés au bon moment dans telle bonne situation, etc. Et donc une performance qui est augmentée. Oui. Mais le travail va être long. Alors comment toi tu peux oui. Je pense qu'il faut déjà beaucoup échanger avec les joueurs, puisqu'ils sont très demandeurs. Quand on fait les tests, ils disent, mais pourquoi, Julie et on leur explique, on leur apporte des billes. En plus, je fais les tests en même temps que les préférences motrices. Alors là, en plus, les billes vont ensemble. Ils se disent, ah ouais, c'est vrai. Et puis, finalement, quand il y a une forme de confiance, on peut leur demander à peu près n'importe quoi. Mais sur la 3e année, où on n'a pas eu de protocole, on a mis de la marche de l'ours. Alors pas de ramper, parce que c'est vrai que faire ramper dans les salles de muscu, dans les clubs de foot, c'était un peu compliqué. Mais je pense qu'avec une bonne explication, sachant que les résultats, finalement sur l'intégration, c'est quand même rapide, 4 à 6 semaines, ça passe très très vite. On peut réussir à travailler assez facilement finalement avec les joueurs, tout en sur les séances de muscu traditionnelles, rajouter de la quadrupédie ou dans les échauffements de mobilité des retournements, puisque si vous faites des retournements à des joueurs, vous verrez que c'est pas acquis. Et finalement, le fait de le mettre en place et d'avoir une certaine forme de travail de mobilité, c'est assez bien accueilli chez les joueurs. Et d'où l'intérêt de ta thèse, d'avoir montré, chiffré, parce que pour expliquer, c'est un peu sympa d'amener des vies scientifiques. Il faut passer par là. Alors, c'est clair, un bébé prématuré, là, c'est clair que ça confond les résultats. C'est évident, il y a plein. Pareil, ce que vous avez dit, maintenant, moi, pour aller plutôt dans ton sens, c'est un premier travail. Et effectivement, on a déchiffré tout, pas déchiffré des fichiers. Vous nous avez donné plein de liste. Ouais, ça. Voilà. Maintenant, faut y aller. Oui, on ne fera pas. Alors, pas Julie. Non. Pour encadrer. Ce sera moi mon tour à suivre. Ouais. Peut-être un dernier point. Pour la suite, toi, je suppose que tu vas rester un peu dans le milieu du foot. Qu'est-ce que tu vas mettre en place, toi, pour finalement montrer que tu n'es pas comme les autres préparateurs physiques? Comment tu vas changer ta prépa physique par rapport à ce qu'on a appris pour développer la puissance ou l'hypertrophie? Tu fais du 10x10, et quand tu as ce type de résultat, tu dis, bon, attends, on est peut-être en train d'être trop parti là-bas, il faudrait rééquilibrer. Comment tu vas rééquilibrer ta pratique? Comment tu vas essayer de la modifier par rapport à ce qu'on a appris de manière un peu classique et empirique depuis longtemps? Surtout d'avoir une approche globale du joueur et pas se dire il va très très vite, mais il manque une partie, et de voir vraiment d'un point de vue global où est-ce qu'on peut améliorer. Sur ma pratique en tant que préparateur physique, les fameux protocoles de prévention ischio-jambier, et finalement d'arriver avec mon protocole intégration des réflexes qui soit à la même hauteur finalement que ces fameux programmes, ces fameux protocoles. Sur la suite des recherches,
Il y a vraiment les deux voies sur l'approfondissement. Je pense que j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir quels sont les mécanismes sous-jacents. Parce qu'il y a un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est les réflexes primitifs actifs qui impactent le système vestibulaire ou c'est un mauvais système vestibulaire qui fait que les réflexes sont à nouveau actifs. Donc d'aller voir tout ça, de comprendre tout ça, je pense que ça va être très très important, presque autant important que d'intégrer. Alors en tant que préparateur physique, je dirais faut intégrer et regarder ce qui se passe. Et du côté universitaire, approfondir les connaissances. Ouais, alors, du coup, c'est Dernière question. parce que du coup, on a j'ai 3 ans. On a parlé un peu d'Atopec. Nous, on voit en fait beaucoup de sportifs qui ont encore énormément ces réflexes présents, qui n'ont pas de problème. Simplement, ils sont là et puis ils sont performants. Du coup, est-ce que cet aspect préventif là, alors déjà, est-ce que tu penses que la prévention sur ces aspects de douleur fonctionnelle existe? Oui. Ce que tu vois. Et puis, si jamais tu mets en place systématiquement en fait, ce type de protocole d'intégration, est-ce que peut-être que tu vas passer à côté de quelqu'un qui a une coordination mais qui est complètement trop bizarre, en fait, qui est en train de révolutionner le jeu par, je sais pas, par un positionnement pas habituel, par rapport à oui, on en connaît. Il y en a plein, en fait, des sportifs dont la technique est vraiment étrange par rapport à ce qu'on voit, mais en fait, qui fonctionne. Et donc, en intégrant, peut-être que tu passeras à côté de cette personne-là. Oui. Je pense que c'est vraiment du coup l'approche holistique et dans le sport de haut niveau, l'important c'est la performance. Donc s'il est très performant, pourquoi vouloir changer un système très performant? Il est numéro 1, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu es en centre de formation. Là, on est en centre de formation. Tu dis qu'il y a toujours un potentiel d'amélioration. Oui. Tu vois, alors la question va être difficile. Il n'y a pas tellement de réponses parce que ça va être au cas par cas. Mais, je pense, tant que tu gardes un peu ça en tête, que c'est du cas par cas, et que le protocole d'intégration, peut-être qu'il n'est pas pour tout le monde. Peut-être que la puissance, il y en a qui progressent plus en faisant du squat lourd. Peut-être que d'autres travaillent plus progressent plus en travaillant la vitesse. Peut-être que d'autres vont progresser en travaillant ça. Et peut-être que d'autres auraient envie de leur en donner. De garder l'approche individuelle. C'est vers là où on se dirige. C'est une approche du coup complexe et qui n'est plus fragmentée. Merci. Parfait. Merci, monsieur Luciana. Et puis, je vais passer la parole maintenant à votre directeur de thèse, donc professeur Laurent Moureau. Vous la parole. Merci, monsieur le président. Alors, je vais essayer d'être un peu plus court que Thibaut. On va parler comme ça. Bon, déjà, je voulais remercier l'ensemble des membres du jury d'avoir soulevé effectivement porté des critiques positives et négatives et soulevé des vrais problèmes dans la méthode. Il faut dire qu'on est parti de zéro. Donc, il a bien fallu à un moment donné qu'on se dise, mais allons-y avec l'existant en essayant de le maîtriser. Donc ça, c'était déjà pas simple. Créer un outil ou revalider un outil en soi, oui, c'est une vraie question qu'on a eues. Mais c'était un travail dantesque. Les objectifs étaient d'aller sur Mars. On a traversé la rue. Parce que, voilà. Le lien avec la blessure, la compréhension, tout ça, c'était... Mais effectivement, on est revenu très très en arrière et sur des choses beaucoup plus pratiques, avec une question de fond quand même qui était, mais avant d'aller trop loin, déjà, tout simplement, est-ce que ça existe? Alors, il y a le problème de l'outil, mais c'était vraiment la première brique et il y a une vraie rupture dans la connaissance commune. Alors là, je remercie les gens qui ont l'habitude de regarder à côté, en particulier Volodalen, qui a une manière un petit peu de temps en temps décalée de regarder les choses. Et je te remercie, toi, parce que tu as réussi à intégrer ce domaine compliqué d'un centre de formation professionnelle sur des équipes d'encadrement qui bougent, des personnes qui ne sont pas stables, etc. C'est très très compliqué. Tu es une femme dans un milieu quand même assez spécifique. Tu fasses ton trou, préparatif physique, qui plus est. Donc mener de ça de front, c'est vraiment compliqué. Et je te félicite pour ça, parce que tu as réussi à le faire. Tu es quelqu'un de... Je ne sais pas comment on va dire pour être gentil, mais... C'est pas le lieu, Tu prenais des coups. Oui, c'est vrai. Non, mais de têtu, avec classe. du terme, c'est-à-dire que quand
tu étais en master ici, tu avais déjà l'envie de faire une thèse, ça ne s'est pas fait d'une manière linéaire, tu as fait ton trou, tu n'as pas perdu le fil, ce qui t'a permis, à mon avis, d'être très fort dans ce milieu-là et de ne pas perdre le fil dans ce milieu-là. Il y a quand même des fois, on se dit, mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait et ça, vraiment, très, très grande qualité. Thibault l'a dit, je le répète, tu as été capable de, à chaque fois, d'apprendre encore et encore, de te remettre en question, de dire, bon, ok, je suis pas au niveau, je recommence, je travaille. Une très forte humilité, mais en même temps, une capacité à aller chercher l'information autour de toi et à progresser. Ça, je pense que dans le futur, ce sera primordial, alors pour toi, mais aussi pour les gens qui seront avec toi, parce que tu risques de les emmener loin. Spécifiquement sur le travail, il y a beaucoup plus de questions à la sortie qu'à l'arrivée. Tout ce qui a été mentionné est très très vrai. La question de l'ethnie, on en a parlé. Hein. Est-ce que c'est pas un bénéfice finalement de ne pas intégrer les réflexes Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont bons, on ne sait pas, parce qu'on n'a effectivement pas de point de repère à côté. Est-ce que par hasard, ils n'ont pas disparu en cours de route? Ils ont parfaitement intégré à 5, 6, 7 ans, mais ils reviennent après. On n'en a aucune idée aussi. Et bien entendu, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer? Alors sur le fondamental, dans un club de football de haut niveau, sous un corps massif, c'est pas évident. Des mesures un peu neurophysio ou les faire rentrer cela dans un IRM, c'est très très compliqué. Donc il y a une vraie chose à faire. Il faut souligner, je pense, le très très bon accueil de ce travail-là. Rien n'est fini. Il y a encore plein de choses dans les tuyaux, dans les ordinateurs que tu vas valoriser dans pas longtemps. Mais finalement, tu as publié, entre guillemets, assez facilement, ce qui veut dire qu'il y a un intérêt de la communauté scientifique, et on a bien entendu les questions, je pense qu'il y a un vrai intérêt sur le terrain. Donc il y a quelque chose d'un petit peu nouveau, là, qui va peut-être faire pchit très vite, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout la bonne direction. Mais pour ta capacité de travail, tu ne t'endors pas, tu viens nous chercher, ça c'est extrêmement appréciable aussi. Tu n'attends pas à ce qu'on me dise, dis donc, Julie, t'es en retard, qu'est-ce que tu fais? Ta capacité de production, même si, comme Thibault l'a dit, des fois c'est tout de travers, les premiers écrits, les premières présentations, alors déjà on n'était pas à 40 minutes, mais à 1h50. On va essayer de synthétiser l'information. Mais tu as cette capacité d'aller de l'avant. Donc ça, je te remercie beaucoup, parce que moi-même, j'ai beaucoup apprécié du chemin qu'on a fait ensemble. Dans cet environnement compliqué, une fois de plus, je le redis, parce que tu as fait ton trou à l'estac, toute seule. C'est toi qui as créé le truc. Thibault et moi, on n'était pas sur place. Donc compliqué par rapport aux outils, par rapport à la méthodologie. Tu as fait ce qui était faisable dans cet environnement-là, avec toutes les limites que ça a, et qui permettent d'ouvrir de vraies perspectives derrière. Et pour ça, je te félicite vraiment. J'espère bien que l'aventure, elle n'est pas finie, comme on l'a dit. Il y a encore des trucs dans la machine à essayer de rendre public pour que justement les autres puissent s'en emparer, puis peut-être avancer plus vite. Hein, oui, avec grand plaisir. À titre personnel, j'espère qu'on continuera à travailler encore ensemble. Je te remercie aussi pour tes multiples activités, parce que tu as aussi transmis ton bagage déjà à nos étudiants, peut-être dans notre université, mais en tout cas à l'Université de Franche-Comté. Oui. Maintenant, les Marie Pasteur. Et ce travail de transmission vers les joueurs, vers les collègues et vers les futurs professionnels qui sont des étudiants aujourd'hui, c'est extrêmement important. Les qualités de pédagogue, là, nous l'ont montré encore. Je pense que ça te plaît, que tu sais bien le faire. On ne le voit pas, là, tu es caché derrière tout le monde, mais je suis sûr qu'il t'adore, en fait, tout cela. Oui. Pour plein de raisons qui ne me regardent pas, et plein de raisons qui me regardent, parce que comme un guide, il a parlé d'une manière intelligente. Donc, merci à toi. Je n'ai pas de questions spécifiques. Ok. On a déjà discuté. Oui, c'est bien. Merci. C'est bien. Merci. Donc, avant de clôturer, je voudrais juste rebondir sur le fait que c'est très intéressant ce que vous avez mis en place. C'est vrai que c'est difficile de changer les pratiques dans les centres de formation et apporter des petites choses. Après, ça dépend de la qualité d'encadrement, de la perception des choses. Nous, on a vécu les mêmes expériences. Je ne sais pas si vous avez vu, avec le Stade Rennais, on a intégré des choses par rapport à la rotation et le directeur, la latéralité. Et donc, une fois qu'on démontre l'importance que ça a sur la formation du joueur, là, il y a un écho. Il y a un écho qui est positif la plupart du temps. Et par exemple, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis dans ce protocole-là a été intégré, et fait partie intégrante maintenant de l'apprentissage au centre de formation de Rennes et à Lorient et à Guingamp. Okay. Donc, donc, il faut persévérer.
et être humble et puis et continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Ça marche, merci.